On arrive sur notre 4e talk. Voilà, le dernier talk de la soirée. Je ne vous cache pas, le chat. J'ai déjà live ce matin, j'étais déjà en plateau ce matin. Je commence à être épuisé. Voilà, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je vais tenir le coup. On arrive bientôt au bout de cette émission, qui aura duré 4 heures quand même. C'est pas rien. Donc on arrive avec des nouveaux invités pour notre 4e talk. On était censé être à 22h15, il est 22h24. On a 10 minutes de retard. Je pense que c'est tout à fait correct. Donc on accueille sur le plateau tout un tas de personnes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Eh ben, bonjour, bonsoir à tout le monde plutôt. Moi, je suis Sophia, je suis responsable de campagne sur l'extractivisme, une campagne qui s'appelle Abus des multinationales. On devrait tous pouvoir dire non. Ok. Voilà, ravi d'être ici. Merci. Donc tu es là pour la CCFD, Terre Solidaire. Terre Solidaire, bien sûr. Et moi, c'est Judith Pigneur, donc je suis chef de projet sobriété et matériaux à l'association Négawatt. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux présenter très rapidement l'association Négawatt? On y reviendra par la suite. L'association Négawatt, c'est une association qui travaille sur la transition énergétique depuis longtemps pour trouver des solutions basées sur la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables à la crise climatique. Et depuis quelques années, on travaille aussi sur les matériaux. Et donc moi, je suis en charge de ce volet-là. Donc comment réduire notre consommation de matériaux et faire un peu la même transition hors des fossiles, mais peut-être hors de l'extraction minière. Comment réduire notre dépendance à l'extraction minière. D'accord. Donc non pas seulement essayer d'utiliser moins d'énergie fossile, mais comment construire des technologies qui nous permettent d'éviter les énergies fossiles sans trop d'extractivisme, quoi. Oui, mais ça ne concerne pas que les technologies. Ça toutes les technologies de manière générale. Ouais. C'est vrai que c'est un enjeu supplémentaire. On parle beaucoup de CO2 parce qu'il y a cette espèce de sentiment d'urgence. Mais c'est aussi un des grands enjeux de l'extractivisme. Et ça sera un des grands thèmes aussi de ce 4e talk, dont je n'ai même pas présenté, qui s'appelle Transition verte. La couleur change, la violence reste. Donc là, on va vraiment parler de transition écologique, d'enjeux écologiques, avec toujours cet angle le plus international possible. Et ensuite, donc toi, tu es là pour représenter Twitch.tv, la création de contenu. Je serai le badaud. Voilà. Le badaud. Donc, avec plaisir, 5D, du coup, commentateur e-sport et créateur de contenu. Voilà, sur différents jeux de combat, League of Legends et autres. Ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. Ravi de t'accueillir. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur le chat qui dit « Oh, 5D, il y a toute la scène Smash ce soir. » C'est vrai. Presque toute. C'est vrai qu'il y a TPK, maintenant il y a toi. Bon, voilà, c'est un contre G7 placé sous le signe du jeu de fight. Pourquoi pas? Avec plaisir. Voilà. Moi, ça m'arrange. Et d'ailleurs, j'annonce aussi qu'on aura d'autres intervenants à distance. Donc, du coup, du CRAD-OI. Donc, CRAD-OI, c'est Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement. Océan Indien, qu'on recevra un tout petit peu plus tard pour un petit call, comme on a fait au début de l'émission, d'à peu près 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Mais donc, on va commencer tranquillement. Donc, voilà, c'est pas des interviews coupées ou quoi que ce soit, c'est une discussion. Donc là, on va plutôt parler, justement, d'extractivisme, de transition écologique. Est-ce que quelqu'un veut commencer peut-être en présentant un petit peu son combat au sein de son association? Je peux commencer du coup. Je pourrais commencer d'abord pourquoi au CCFD Terre Solidaire on a décidé de lancer une campagne sur l'extractivisme. Parce que ça fait depuis plusieurs années que le CCFD travaille sur cette question-là. L'angle de la campagne, c'est la question des responsabilités des multinationales, parce que du coup, c'est les multinationales qui sont amenées à imposer dans des territoires des projets d'extraction. On va peut-être aussi parler de qu'est-ce que c'est l'extractivisme, parce qu'on entend beaucoup parler. Parce que c'est un terme qui vient d'Amérique latine à la base. Donc c'est des chercheurs et des militants qui, dans les années 70, voilà, c'est assez ancien, portaient les combats contre l'extraction massive et intensive des ressources. C'est ça que ça veut dire l'extractivisme, des ressources qui sont destinées à l'exportation. Du coup, voilà, c'est des ressources qui vont plutôt être ils vont être amenées dans d'autres pays, être travaillées, raffinées dans d'autres pays. Peut-être que Judith, après, tu parleras de la chaîne de transformation des minerais. Au CCFD Terre Solidaire, l'extractivisme, c'est pas que l'extraction minière. Voilà, c'est une logique, c'est un modèle économique. C'est pour ça qu'on met isme à la fin. Isme, voilà, exactement. Et du coup, on parle aussi de monoculture d'exportation, on parle aussi de la pêche intensive, enfin, voilà, tout un tas d'autres projets qui reposent sur la même logique de prédation. On parle beaucoup de dépossession aussi des populations qui sont du coup dépossédées des territoires qui sont sacrifiés pour des profits, en gros, pour faire simple. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de se dire, OK, là, en fait, c'est un combat très pertinent parce qu'il y a aussi plein de partenaires du CCFD, dont CRAD-OI,
qui va après parler d'un projet en particulier contre lequel ils luttent depuis des années, qui combattent, qui luttent contre ces modèles économiques qui est assez mortifère, voilà, si on peut dire, assez néfaste. Nous, au CCFD, on travaille beaucoup sur, en général, on travaille sur les deux volets, sur les impacts humains et sociaux, mais aussi sur les impacts environnementaux. Mais bon, je pense que Judith pourra en parler plus sur ces volets-là. Et du coup, pourquoi on a choisi aussi ces titres un peu, voilà, un peu intenses. Oui, la couleur Voilà. change, la violence reste. Voilà, Ah. un peu, voilà, qui donne un peu un peps à la question. C'est parce qu'on s'est dit, oui, la transition, oui, il faut sortir des énergies fossiles, ça c'est sûr, enfin, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Mais attention à ce qu'on appelle la transition énergétique, la transition écologique. Là, on parle plutôt d'énergie, mais bon, on pourrait parler plus généralement. Parce que, selon nous, et c'est pas que nous, mais aussi d'autres associations et notamment les partenaires aussi, dont je vous parlais avant, on pense que voilà, c'est le même système qui se perpétue sous notre couleur, la couleur verte, la couleur de la transition du coup énergétique qui doit sortir des énergies fossiles pour aller vers d'autres formes d'énergie, des systèmes énergétiques. Mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ces thèmes-là. Mais on pourrait développer peut-être après, je serai là. Ok. Bah, je vous propose de faire un petit tour de table, ou alors peut-être, parce que tu parlais du Cradoi justement, et pour rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à eux, bah, là on peut les avoir dès maintenant éventuellement, comme ça fait la transition avec ce que tu dis, on vient de me le souffler dans l'oreillette, figurez-vous, donc on peut partir sur la visio, et donc on va recevoir, alors attendez, je dois lire mes fiches, je suis désolé, ça arrive, alors ça arrive tout de suite, petit problème de caméra, c'est bon, vous êtes là? Salut, comment ça va? Alors est-ce que tu peux te présenter du coup, et présenter le Cradoi que tu représentes aujourd'hui? Bonsoir à tous. Je suis Zouran Demar, la coordinatrice du CRADOI, qui est une organisation de défense des droits humains et de la justice économique, sociale et écologique, et qui est un partenaire de longue date du CCFD Terre Solidaire, notamment sur la lutte contre l'extractivisme. Alors, je ne sais pas si je dois enchaîner ou... Ah oui, alors peut-être que tu peux un petit peu introduire, j'avoue que tu connais mieux ces sujets que moi, et surtout parler un petit peu de ce partenariat entre le CCFD et le CRADOI, quelle forme ça prend justement ce partenariat-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être en dialoguant un petit peu Carrément, les deux justement? effectivement, parce que c'est nous qui j'avoue, les avons invités. je te passe un peu la balle là-dessus. Oui, La carrément. fin de soirée, je commence à être fatigué. Ouais, je comprends. Ça fait 4 heures, presque 4 heures, je comprends. Et du coup, effectivement, comme tu disais, Zo, ça fait longtemps que les CRADOI et le CCFD sont partenaires. Ils ont été pas mal ensemble dans des espaces de négociation à l'ONU au cours des années, notamment, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, mais dans un traité international qui est négocié à l'ONU depuis 2014, depuis très longtemps, sur entreprise des droits humains. Donc voilà, on porte ensemble aussi des plaidoyers et des mobilisations. Et donc, on vous a invités parce que vous faites un travail remarquable autour d'un projet des terres rares. Voilà, je pense que tu pourras nous en dire plus du travail des CRADOI dans ce sens-là et comment vous accompagnez les communautés qui luttent contre ces projets depuis plusieurs années déjà, et aussi peut-être de la répression que pas mal de défenseurs des droits ont subi ces dernières années. Vas-y, je te laisse la parole du coup. Merci. En fait, c'est ma collègue. Ah, ça y est, elle a réussi à rentrer. Ah. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à rejoindre le Zoom. Mais en fait, c'est plutôt ma collègue Niounza qui va parler du projet d'exploitation des terres rares contre lequel nous nous battons depuis une dizaine d'années maintenant. Moi, je voudrais plutôt parler des questions de positionnement et aussi aborder la manière dont nous travaillons ensemble dans le cadre de cette campagne contre l'extractivisme.
avec le CCFD, mais d'une manière générale avec les alliés hein, des pays du Nord global, comme on dit, enfin la France, l'Europe, les États-Unis, etc., où nous avons des alliés aussi. Je pense qu'il faut situer le débat et les actions de plaidoyer dans le cadre plus large de la transition énergétique et écologique, dont les caractéristiques sont spécifiques aux différents contextes. Alors déjà, il faut savoir qu'à Madagascar, il n'y a pas de plan de transition similaire au Pacte vert pour l'Europe, par exemple, ou au Green New Deal dans les pays anglophones. Et concrètement, ça veut dire que ça nous exclut automatiquement des processus de discussion et de prise de décision relative à la transition énergétique et écologique au niveau mondial. Ça, c'est une chose déjà qu'il faut savoir. Je trouve aussi que actuellement, les débats et les actions autour du combat pour une transition juste souffrent d'un eurocentrisme. Je suis désolée d'être un peu brutale, mais bon, on n'est pas là pour se lancer des fleurs non plus. Souffre d'un eurocentrisme qui concerne aussi certaines organisations de la société civile alliées au sein de la campagne pour la transition juste au niveau mondial. Je pense qu'il faut différencier les transitions à l'échelle mondiale en fonction des responsabilités et des capacités propres à chaque pays. Alors, pour un pays comme Madagascar, par exemple, qui ont à peine contribué aux émissions de gaz à effet de serre, je pense que notre contribution est évaluée à 0,1% ou quelque chose comme ça, Ah oui. et qui ont moins de capacité pour opérer la transition hors des énergies fossiles, il faut laisser un budget carbone suffisant, enfin une part du gâteau dont on parlait tout à l'heure, hein, pas appétissant, mais enfin nécessaire quand même. Euh, il faut nous laisser un budget carbone suffisant et aussi nous accorder davantage de temps pour notre trajectoire de transition par rapport à un pays comme la France, par exemple. Toujours en ce qui concerne les stratégies de lutte et la solidarité hein, dans ce combat pour une transition juste, je pense que on a tendance à trop se concentrer sur les multinationales et les acteurs du secteur privé, et ça risque d'aboutir même involontairement hein, à exonérer les États de leur responsabilité première dans la reproduction des logiques coloniales de domination et d'exploitation des pays pauvres du Sud global, comme Madagascar. Alors, pour vous expliquer de quoi je suis en train de parler, je prendrai l'exemple de Madagascar et des défis auxquels nous faisons face actuellement à cause des exigences du gouvernement américain qui est en train de faire un chantage économique nous disant soit vous nous donnez l'exclusivité sur l'exploitation de vos réserves de terres rares, soit on annule la convention commerciale qu'on a avec vous. Bon, déjà, ils ont augmenté les taxes douanières pour Madagascar de 10%, ce qui a mis une grande partie de notre industrie textile par terre, avec des milliers de femmes qui ont perdu leur travail à cause de ça. Mais voilà, il y a actuellement
un regain de pression de la part, directement de la part des gouvernements. J'ai parlé des États-Unis, mais l'Union européenne aussi est en train de faire du chantage en matière d'accès aux minerais critiques, hein, parce que vous avez cette fameuse loi sur, comment elle s'appelle déjà, Sophia? Sur les matières premières critiques. Voilà, Ouais, voilà, ouais, voilà. Le exactement. CRMA. Oui, oui, oui. Alors, l'Union européenne aussi est en train de, ben, je dirais ça comme ça, de coloniser nos réserves en matière de graphite. Nous avons dans le sud une réserve considérable de graphite que l'Union européenne a décidé de monopoliser. Et ce projet d'exploitation du graphite fait partie de ce qu'elle appelle ses projets stratégiques. Donc voilà ce que je voulais dire quand je disais qu'il faudrait peut-être se concentrer un peu moins sur les multinationales qui sont des acteurs, bon, on les connaît, hein. Ils ont toujours été là, ils seront toujours là. Mais maintenant, les États eux-mêmes se sont embarqués dans la guerre pour l'accès aux ressources soi-disant stratégiques. Stratégiques pour qui? Pas pour nous en tout cas, mais pour eux. Voilà, je vais pas trop prendre trop de temps et passer la parole à ma collègue qui va parler peut-être du projet. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend. Bonsoir à toutes et à tous, et c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je tiens également à remercier le CCFT Terre Solidaire de nous avoir invités. Donc, moi, je suis Niound, une jeune activiste au sein du réseau des jeunes pour le développement durable, avant de rejoindre le CRADOI en tant que chargée des opérations et de communication. Je ne vais pas m'étaler je vais pas trop m'étaler sur le sujet de la transition énergétique, mais je vais plutôt vous parler des actions que CRADOI entreprenons actuellement. Donc, comme l'avait souligné ma prédécesseur, la transition énergétique représente un enjeu colossal, notamment dans un pays comme Madagascar, qui regorge d'importantes richesses dans son sous-sol. Cependant, une question fondamentale se pose: à quel prix cette transition énergétique est-elle menée, et quelles en sont les conséquences réelles pour les communautés locales? Parce que derrière les discours sur le développement durable ou encore sur la lutte contre le changement climatique se cachent parfois des réalités plus complexes, où les communautés locales supportent les conséquences environnementales et sociales face à ces projets extractifs. Donc, le CRADOI, depuis des années, apporte un soutien concret à ces communautés à travers plusieurs leviers d'action. Premièrement, nous menons des actions de plaidoyer et d'interpellation politique afin de faire entendre la voix de la communauté. Nous intervenons régulièrement auprès des autorités publiques pour exiger le respect des droits des populations sur la protection de leurs ressources naturelles. De plus, nous œuvrons davantage de transparence et de redevabilité dans la gestion de ces projets d'extraction à Madagascar. Et enfin, nous contribuons également à la mobilisation collective et au renforcement des capacités de ces communautés locales.
Il faut savoir que actuellement, nous accompagnons deux communautés distinctes confrontées à ces projets extractifs à Madagascar. Donc, la première se situe à Tuléar, dans le sud de Madagascar, où les communautés sont affectées par le projet Faramata, anciennement appelé Base Tuléar. Celui-ci est détenu par la société américaine Energy Fuels, et ce projet vise l'exploitation de minéraux stratégiques tels que l'ilménite, le zircon ou encore le monazite. Et malgré les nombreuses protestations et le refus catégorique exprimé par les communautés concernées, ce projet bénéficie du soutien du gouvernement actuel. Nous également, nous appuyons également la communauté dans le nord de Madagascar, donc à Passendav, qui font face à l'exploitation des terres rares et qui suscitent de nombreuses inquiétudes, bien que le projet soit encore en phase d'exploration. Les communautés locales craignent vraiment sur la poursuite de cette activité. Donc, cette année a été particulièrement mouvementée au regard de ces luttes, puisque il y a la répression étrangère, comme l'avait dit ma collègue, et il y a également l'instabilité politique et économique qui, je dirais, influence fortement la décision du gouvernement. Donc, pour terminer, je tiens juste à souligner que dans le concept de justice climatique, nous ne revendiquons pas seulement la dette écologique, historique ou encore la suppression de nos dettes, mais au-delà de cela, nous revendiquons également la révision des conditions de la transition énergétique et écologique. Merci. Bah, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour votre Merci. témoignage. Merci beaucoup. Yes. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Donc là, c'était très intéressant. Au final, c'était un peu moins un échange que d'habitude, mais c'était quand même très cool. Un petit commentaire peut-être? Moi qui suis profane et qui ne suis pas du tout dans ces trucs-là initialement, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'entrées Ouais. au problème de l'extractivisme. Et c'est dur de savoir quelle est l'entrée à privilégier, parce que si on est en France et dans l'hémisphère nord, en fait, Oui. c'est plus facile, entre guillemets, d'être anticapitaliste et de dire d'aller Bah, ouais. d'aller toquer aux portes d'un Total, d'un Areva ou d'un extracteur quelconque, mais en même temps, on ignore les problématiques, comme on l'a dit, néocoloniales. Donc, est-ce qu'il y a pas aussi un problème avec la multiplicité des entrées au problème qui fait que par moment, dans les luttes sur ces questions-là, on peut aussi s'éparpiller ou même pas avoir les ressources humaines nécessaires parce que chacun a essayé d'avoir son entrée, soit écologique, soit anticapitaliste pur, soit altermondialiste, soit décolonial. J'ai un peu ce sentiment-là d'être perdu tant il y a d'entrées possibles et tant il y a quelqu'un on trouve une solution et on s'accorde tous sur un sujet. Quelles sont les possibilités techniques derrière à cette dite transition, etc. J'ai l'impression que c'est un iceberg qui n'a pas vraiment de fin en fait. Ouais, et je rajouterais même pour compléter la question très rapidement, voilà, en fonction de typiquement si on est européen, si on est français ou autre, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Parce que voilà, nous les problématiques, on va se dire, oh là là, dans mon téléphone portable, il y a des métaux rares qui viennent d'ailleurs, quoi. Et puis là, c'est bien ce qu'on vient de voir. Bah, les métaux rares, ils viennent de quelque part. Et voilà, nous, on se dit, oh là là, je me sens coupable par rapport à mon téléphone. Pour d'autres populations, on est en train de piller littéralement et broyer mes terres, quoi. Donc c'est pour compléter un petit peu la question. C'est vrai comment un petit peu finalement unifier tout ça. Est-ce que justement ce genre d'ONG qui essaye de prendre la langue internationale peut permettre un petit peu de trouver une solution, peu importe les points d'entrée. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je peux Ouais. tenter une entrée, en tout cas, pour moi, qui me permet de... Alors, pas simplifier le débat, parce que
comme tu as dit, il y a plein de couches différentes et de toute façon, voilà, on n'a pas velléité à tout écraser, mais en tout cas, en ce moment, il y a quand même deux grandes pôles pour moi qui s'affrontent dans la façon d'aborder ces sujets. Et on va dire qu'il y a un premier pôle qui est pro croissance verte, voilà, et qui peut concerner pas que des capitalistes, mais même une partie des militants climat, des organisations en tout cas qui s'occupent de la transition énergétique et qui vont dire en fait finalement les problèmes liés à l'extraction des minéraux liés à la transition énergétique, c'est une part trop faible du problème. C'est beaucoup moins urgent que le changement climatique et du coup on ne peut pas se passer d'y aller avec le bulldozer, c'est le cas de le dire, vraiment de se dire faut y aller, il faut mettre en place toutes les technologies disponibles le plus vite possible et tant pis pour les impacts de l'extraction. Et comme j'ai pu le lire par certains influenceurs climat, dont je nommerai pas, dire en fait finalement j'ai lu telle et telle étude qui disait que c'était plutôt faible les impacts de l'extraction. On va dire voilà, un pôle un peu caricatural de ce côté-là et un autre pôle un peu caricatural qui va dire en fait toute la transition c'est une vaste blague pour défendre un nouveau capitalisme vert et il faut rejeter en bloc la transition parce qu'elle a des impacts sur l'extraction. Donc nous, tout notre travail à Negawatt, c'est essayer de trouver, pas une voie du milieu parce que en fait, il y a des éléments de ces deux constats qui sont vrais, mais plutôt de dire en fait comment on fait pour mener la transition dont on a besoin quand même dans le sens de décarboner et de sortir de l'impasse du changement climatique, mais tout en négligeant pas les impacts environnementaux de la mine. Donc voilà, nous on essaie vraiment de trouver un arbitrage entre les deux. Et cet arbitrage, c'est pas forcément ce qui est le plus fun, mais en fait c'est une histoire de curseur. C'est-à-dire que nous, dans les transitions, on fait des trajectoires en fait, donc on essaie de modéliser tous nos biens de consommation, toutes les infrastructures, toute la partie tant conso que prod. Jusqu'à 2070, 2100, comment on va faire pour faire ça et comment on fait pour que à la fois on produise dans le futur notre énergie avec des renouvelables, mais en même temps on modère notre consommation pour pas avoir besoin trop de métaux et pour pas que la demande explose totalement. Donc ça c'est une partie de la réponse et l'autre partie, parce que la transition énergétique est quand même revenue pas mal, pour moi c'est de dire en fait l'extraction minière, elle n'est pas née avec la transition énergétique. L'extraction minière, elle est née avec la révolution industrielle au niveau du 19e siècle. Et quand on regarde les courbes d'explosion de la demande en métaux, donc pour les matières premières minérales, c'est x27 au cours du 20e siècle. Pour les métaux, c'est x21. On dit que dans les 35 prochaines années, on consommera autant de métaux que depuis le début de l'humanité. C'est juste une manière d'imager que ça s'est accéléré très très vite. Voilà, donc c'est exponentiel, ça veut dire vraiment beaucoup plus vite tout le temps. Et tout ça, je veux dire, tout ça, ça n'a rien à voir avec la transition énergétique. Ça a à voir avec l'urbanisation, avec l'industrialisation, avec l'accélération du transport, etc. Et voilà, c'est juste que là où je veux mettre un point de vigilance, c'est que effectivement, il y a un narratif de la part des politiques et de la part des industries extractives, que ça arrange bien, de dire que l'accélération qu'on doit faire, accélération à tous les niveaux, c'est-à-dire extraire plus vite, avoir des permis plus vite, avoir moins de... Parce que là, on est en phase de dérégulation, même en Europe, pas que dans les pays du Sud, sur l'encadrement de l'extraction. On doit tout faire plus vite. Et tout ça, c'est au nom de la transition énergétique. Et donc, dans le même temps, c'est pas complètement vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité de la consommation des métaux et des minerais aujourd'hui, c'est pas pour la transition. Donc voilà, quand on ouvre une mine de cuivre, peut-être que ça servira en partie... pour des rotors bobinés de véhicules électriques, mais ça servira aussi pour faire plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc voilà, donc c'est pas complètement vrai aujourd'hui. Et même si ça pourrait le devenir vrai demain, c'est-à-dire que les études montrent qu'en effet, pour certains métaux et certaines filières, la transition énergétique va jouer un rôle. La question, c'est plutôt comment globalement, en fait, on limite les usages de ces matériaux extractifs. Peut-être d'abord dans d'autres secteurs que la transition énergétique. Qui sont moins autant réserver l'extractivisme à son minimum pour justement aller au moins construire des infrastructures de demain, écologiques. Mais même dans les applications, on va dire, écologiques comme les véhicules électriques, nous, on propose quand même de
revoir la place de la voiture dans la société, comment on fait pour diminuer ça, pour faire des plus petites voitures, développer les transports en commun, etc., qui permettent de faire que, alors malheureusement j'aimerais bien dire qu'on diminue en valeur absolue, mais non, qu'on contient au moins l'augmentation sur ces métaux, mais ça concerne encore une fois pas toutes les filières, etc. Donc bref, je suis un peu déroulée, mais je voulais un Non, peu donner ces deux pôles. Mais du coup, est-ce que être dans un modèle de décroissance, ça encourage pas juste à, comment dire, comment est-ce que dans ce modèle de décroissance, on admet le conflit? Parce qu'en fait, il y a un conflit actuel et tangible. Est-ce que dans un modèle de décroissance, c'est pas juste moins d'extraction, donc moins de personnes touchées, donc moins de conflits, mais conflits quand même? Ben, si. Ouais. Mais du coup, il y a deux. Nous, voilà, tout ce que j'ai déroulé, c'est un peu sur la partie consommation, où on fait pas mal de positions dans nos rapports, à la fois dans la partie scénario global dont je parlais. Donc, on va avoir une réactualisation en fin d'année. On va sortir un nouveau scénario qu'on sort toujours avant les présidentielles pour essayer d'influer un petit peu le débat. Et on fait des propositions spécifiques lithium, cuivre. Et dans les deux rapports qu'on a coécrits avec des collègues sur lithium et cuivre, il y a toute cette partie conso que je dis et qui fait que effectivement diminuer le volume global. Mais en réalité, quand on propose des transitions douces, ce qu'on essaye de faire, on part toujours d'une situation réelle qui est la situation d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément reluisante, pour essayer de diminuer les problèmes. Donc ça ne les supprime pas instantanément, c'est sûr. Mais on essaye aussi de faire des propositions côté encadrement de la production. Et là, je vais pas le cacher, c'est beaucoup plus compliqué parce que Ouais. en fait, déjà, on n'a pas il n'y a pas de loi mondiale, il n'y a pas de cadre réglementaire. Voilà, on sait très bien que les initiatives internationales, c'est souvent de la soft law, que c'est compliqué. Donc, nos propositions, elles se transposent pas dans le droit international de manière magique. Pour ça, il faut aussi dans les pays où il y a de l'extraction, qui est une capacité de la société civile à s'organiser là-bas pour faire des demandes dans ce sens. Et c'est le cas dans certains pays. Mais par exemple, la Chine, c'est un grand affineur. Moi, j'ai fait mon terrain de thèse sur l'extraction des terres rares en Chine. Et bon, bah, c'est pas possible en Chine, en fait, de créer un syndicat ou de se défendre. C'est assez compliqué. Donc voilà, il y a des endroits où la réglementation environnementale, on sait qu'elle prendra du temps à se renforcer. Et puis surtout, on est plutôt dans un moment où la réglementation environnementale, elle diminue de partout. Et en Europe, en l'occurrence, on a des attaques en même temps qu'il y a eu. En fait, il y a eu une première phase de discours au moment du CRMA que évoquaient Kratouilly et Sofia. La première phase, c'était « on en a besoin pour la transition énergétique ». En plus, arrêtez d'être not in my backyard. On va avoir l'extraction chez nous pour assumer les conséquences de ce qu'on a. Et en plus, on est exemplaire. Donc, on montrera la voie parce que notre droit environnemental, il est mieux disant que tout le monde. Ça, c'était la phase numéro 1. Maintenant qu'on a obtenu des accélérations de permis, enfin, l'industrie minière. Donc, Oui. On parle pas de mégawatts ni de la CCFD, évidemment. Tout ça, du fast tracking, voilà. La phase numéro 2, c'est de dire, en fait, avec la réglementation environnementale et sociale de l'Europe, on ne peut pas être compétitif. Oui. Donc, il faut la revoir à la baisse si on veut être compétitif. Oui, ça, c'est le cercle vicieux dans lequel on est en ce moment. Voilà, il fallait, parce qu'on était exemplaire, et en fait, on détruit l'exemplarité qui était censée être l'argument de départ. Ça, c'est le gros narratif de la part de Macron et de beaucoup de personnes dans l'Union européenne. Gabriel Attal aussi a beaucoup joué à ce petit jeu-là. Ils se sont dit, bon, Trump, il est en train de bander les muscles. C'est déjà une expression que j'utilisais tout à l'heure. Beaucoup de dirigeants européens, dont Macron, a commencé à dire, bon, il faut qu'on reste pas compétitif, mais il faut qu'on reste fort dans un monde de brut un petit peu. Et qu'est-ce qui passe à la trappe en premier, souvent, c'est les mesures écologiques. Il y a l'Union européenne, quand même pas mal de combats qui ont été portés à la fois pour une meilleure fiscalité, un de nos sujets d'aujourd'hui, mais aussi pour des mesures de l'ordre de l'écologique. Et c'est vraiment, ne serait-ce que les trucs pour flécher un peu mieux les investissements vers des entreprises qui respectent certains critères. Et en fait, tout ça, la Commission européenne, assez vite cette année, a dit, bon, s'il y a un truc qu'on dégage rapidement parce que l'ordre mondial est en train un petit peu de se brusquer, et ça va être l'écologie, quoi, finalement. Presque en première ligne des attaques de ce genre, quoi. Et d'ailleurs, là, on parle de narratif.
Et c'est vrai que les narratifs quand même affichés par les grandes industries, les lobbies et les États aussi, c'est vraiment un narratif où les mots d'ordre, c'est compétitivité et simplification. Ouais, Qui est il y a trop de normes. voilà, trop de normes, trop difficile à mettre en place. Et du coup, voilà, c'est la seule voie qu'on voit, c'est celle de l'accélération, de l'augmentation de l'extraction. Et tant pis pour l'environnement et tant pis pour les populations. Tandis qu'en fait, il y a un autre narratif qui est porté par des populations qui ne sont pas du tout écoutées. Ça aussi, c'est un des axes dont parlait aussi Ni de Cradoi, de dire en fait, autour de la table, il y a que des grands puissants, comme voilà, le club des G7 aussi, mais bon, là, on parle aussi plus à niveau local, où il y a des populations qui subissent, parce que la plupart du temps, c'est des projets imposés, en fait, parce qu'on ne demande jamais qu'est-ce que les populations qui vivent là en pense. Les narratifs qui est porté par les grandes entreprises, notamment, c'est que voilà, ils vont construire une mine, enfin creuser une mine dans un territoire vierge, il n'y a rien, il n'y a personne. Oui. Ça, c'est vraiment la vision coloniale par essence. Voilà. Quoi. Et en fait, non. Hors de l'Europe, on s'en voilà, fout. Quoi. Ça, on s'en fout. Et en fait, non, c'est des territoires qui sont habités depuis très très longtemps, avec des gens qui vivent de la pêche, de l'agriculture, voilà, de l'environnement qui ont autour. Avec un taux de CO2 par habitant nettement inférieur à ce qui se fait en Europe, en plus. Quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu, vraiment, c'est un des fils rouges aussi pendant toutes les conversations qu'on a eues. On voit que là, on arrive au 4e talk. C'est pas qu'on commence à se répéter, mais peu importe qu'on parle d'extractivisme, qu'on parle de dette, qu'on parle de fiscalité, qu'on parle du G7, il y a les mêmes thèmes qui commencent à revenir et je trouve ça intéressant. Un peu désespérant, mais au moins, du coup, on a une idée de la solution quelque part. Oui, c'est clair. Après, tu parlais par quelle entrée on doit se mobiliser, enfin, plutôt l'entrée écologique, enfin, environnementale, plutôt sociale. En fait, on voit que c'est un système. Oui. En fait, on se mobilise contre tout. Un système qui est construit par d'autres, par des puissants, par des multinationales. Et nous, on est là, et enfin, pas que nous, il y a aussi Cradoi, etc., toutes les populations qui se mobilisent contre ces méga-projets. Oui, pardon, je bouge beaucoup mes mains et le micro. Là, l'autre jour, quand j'étais en train de préparer cette intervention, et d'autres aussi, on a aussi un autre partenaire au Pérou qui s'appelle Cooperaction, qui travaille contre une mine de cuivre au Pérou, qui est là depuis, je ne sais plus, 30 ans, enfin très très longtemps. Okay. Et en fait, quand tu regardes Google Maps, voilà, tu dis, ah tiens, elle est où cette mine? Elle est au sud du Pérou, ça s'appelle Las Bambas. On en parlait avant derrière. En fait, c'est une mine qui fait 35 000 hectares. C'est 4 fois Paris. Enfin, en fait, on parle de... Pour une mine. Enfin, pour une mine, il y en a plus, il y en a beaucoup de méga-projets, c'est comme ça que nous, dans notre jargon, on les appelle. En fait, c'est des énormes trous dans la terre. Voilà, c'est des énormes trous dans la terre ou dans un territoire. Enfin, si vous allez voir sur Google Maps ou Google Earth, vous allez voir, peut-être que les chats ont envie d'aller voir. Il y a des villages autour de gens voilà, qui vivent et qui ont vu ces projets tomber sur eux. C'est une entreprise chinoise. Et du coup, on voit que c'est pas pour parler du narratif, c'est des projets quand même imposés. Souvent, les entreprises affichent les faits qui ont mené des processus de consultation qui doivent être entamés par les États. Là, on parlait des responsabilités des États. Ils ont des responsabilités par rapport à ça. Et du coup, on voit que ils s'en foutent des populations. La mine qui est juste là sur Google voilà. Maps. Alors, on peut voir l'échelle peut-être quelque part. De toute façon, on voit que c'est des montagnes, quoi. Bref, oui, c'est vrai que peut-être comme ça, on ne voit pas beaucoup, mais en fait, c'est un 35 000 hectares. Très bien organisée, cette montagne, quand même. Oui, voilà, non, mais voilà, et c'est une mine à ciel ouvert. Du coup, il y a des mines qui sont... oui, d'accord, on voit le trou, j'ai même pas vu. J'ai un peu le reflet. Et autour, il y a des villages, bon, je ne sais plus les noms des villages, bref. Mais pour dire que c'est vraiment mais le trou, c'est pas que ce qui est noir, en fait, tout ce qu'il y a de gris autour, c'est les étages à l'envers de la mine, si tu veux. L'image est impressionnante. Même sans échelle, c'est déjà super impressionnant. Quoi. Ça se voit, en fait, visuellement, que c'est des tailles très très grandes. Quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est juste une mine. J'imagine que c'est pas la seule mine du Pérou. Oui, voilà, c'était un exemple parce que je me suis dit, voilà, il faut que je monte ça parce que moi, ça m'avait choqué. Quand même. Alors, du coup, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui rejoint tout à fait ce que tu disais sur justement l'extractivisme au service de la transition énergétique. Est-ce que c'est une solution? C'est une mine chinoise, du coup, tu m'expliquais. Ouais. Alors, la Chine, qui est devenue incontestablement le leader du panneau solaire, de l'éolien et de tout ce qui est des technologies renouvelables, qui d'ailleurs mise beaucoup là-dessus, plus par intérêt personnel, en se disant, enfin, intérêt personnel à l'échelle d'un pays d'1,5 milliard d'habitants. Bref, vous m'avez
l'avez compris, plus par leur propre intérêt, en se disant si on est positionné comme les leaders incontournables du renouvelable, bah, le moment où il n'y aura même plus trop le choix, on sera obligé d'aller vers des technologies renouvelables parce qu'on va manquer d'énergie fossile, et ben nous on sera là et on sera prêt à avoir un petit peu tout le mode de production. Et qui Une logique rationnelle, en fait. Ouais, une logique assez rationnelle, pragmatique, mais qui le pousse quand même à faire du renouvelable. Et c'est impressionnant, il y a un paradoxe là-dedans, parce que du coup, bon, bah, c'est plutôt une bonne chose de créer plein de panneaux solaires. D'ailleurs, dans le mix énergétique chinois, on ne prend pas la sobriété en compte, ils continuent de produire trop, etc. Mais dans le mix énergétique, le charbon baisse par rapport au renouvelable, qui là, il me semble, dans le mix énergétique chinois, ou électrique chinois, on dit plus, je ne sais plus, a dépassé les 50%. Et donc ça veut dire qu'on se dit, bah, c'est bien, ils se développent, sachant que c'est le plus gros producteur d'énergie en charbon, mais du coup, ils le font au prix de mines de cuivre au Pérou qui sont des désastres écologiques, quoi. Et donc là, on est un peu au cœur de ce paradoxe que tu expliquais tout à l'heure. Je trouve que la Chine est un assez bon exemple. Et moi, je regarde ça de manière un peu fascinée, de manière peut-être parfois un peu naïve pour ceux qui me suivent sur ma chaîne. J'aime bien dire du bien parfois de la Chine comme contre-exemple aux États-Unis. Mais est-ce que justement on a le droit de se dire, bon, bah, ce paradoxe, il faut l'accepter, vaut mieux ça que le modèle américain? Ou est-ce que, en fait, ce paradoxe, il est trop. Ça marche pas, il n'y a pas de frein à ça, quoi. Je sais pas si. Ouais, Moi, j'ai l'impression qu'à la fin, si on rajoute une population d'1,5 milliard de personnes qui reprennent un modèle de consommation occidental ou Ouais. démocratisé par l'Occident, C'est deux trucs différents. Là, il y a la consommation et le mode de production d'énergie, quoi. bah, Mais à la fin, le mode de t'as l'un et production, l'autre, il sert ouais. une consommation. Exactement. Le bout de la chaîne, ils extraient pas pour dire regardez, on a du coltan. Ils en font quelque chose de très concret. Et si ce très concret, il arrive dans un mode de consommation sur 1 milliard 500 millions de personnes, ça va peut-être rendre aussi. On arrive toujours à une forme de surconsommation, et ce, même si on rationalise les ressources et si on rationalise. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on arrive quand même à la fin d'un modèle. Oui. Et que toute transition, peut-être que c'est moi qui suis pessimiste, hein, mais j'ai l'impression que toute tentative de transition, semble vaine si on veut faire ça de manière éthique. Et j'ai l'impression que dès le départ, on a forcément des populations gagnantes et des populations perdantes. Et c'est pour ça que je parlais de notion de conflit tout à l'heure, qui est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que cette transition, elle existe au prix de conflits qu'on étouffe et de populations qu'on étouffe, quoi qu'il advienne, en fait. Et ce, malgré une forme de rationalisation. Si tout le monde a un téléphone, même s'il a été fabriqué de manière éthique et de manière éco-responsable et décarbonée, eh ben, on aura quand même tous du coltan dans notre téléphone qui aura à un moment donné été extrait. Oui, mais alors, comment dire? Après, tout n'est pas dans tout, quoi. Faut aussi raisonner en contrefactuel, c'est-à-dire, est-ce que, dans l'absolu, le fait de mettre en œuvre des politiques de sobriété pour modérer la consommation va dans le bon sens, va diminuer les impacts environnementaux, va diminuer, pas de manière automatique, mais on va dire la probabilité d'occurrence des conflits? Parce que ce que je disais avec un peu, on va toujours plus vite, c'est que plus on va vite, plus on fait mal. Et ça, c'est sûr, en fait. Donc, le fait de diminuer la réglementation, le fait de vouloir aller de plus en plus vite, de pouvoir faire de plus en plus des grosses mines, etc., on augmente quand même. Voilà. Donc, si on remet la réglementation, si on remet du temps d'appréciation, de contrôle des projets, si on remet la diminution de la consommation, enfin, voilà, les leviers que j'ai cités tout à l'heure, ils vont quand même dans une direction de diminution des conflits. Après, bon, moi, je suis spécialiste des métaux et ce dont tu parles de l'ordre du monde violent et dont parle Sophia aussi, de l'ordre du monde violent néocolonialiste, je pense qu'il y a un changement de paradigme supplémentaire, quoi, pour s'attaquer à ce problème. Mais voilà, c'est juste que parfois, moi, quand je fais des conférences pour expliquer justement comment on veut mettre en œuvre nos scénarios, c'est pas du tout ce que tu as dit, mais je vais prendre un exemple. C'est que j'ai souvent Jean-Michel anticapitaliste dans la salle qui me dit oui, mais tout ça, c'est la faute du capitalisme, donc il faut s'attaquer d'abord au capitalisme. Parler un petit peu plus dans le micro, pardon. Et faire tomber le capitalisme avant tout ça, et en gros, tout ce que tu proposes, ça sert à rien. Bon, il se trouve que mon organisation, on se prononce pas du tout sur le capitalisme ou pas, et voilà, c'est pas notre sujet, parce que nous, on travaille vraiment sur le flux des matériaux et le système économique qu'il y a derrière et qui sous-tend ça. On se positionne pas dessus. Mais c'est surtout que si à chaque fois qu'on essaye de pousser pour des progrès dans un sens, on se dit mais il faut d'abord faire tomber l'ordre mondial. Oui. C'est voilà, il faut bien commencer par un petit bout et implémenter des choses. Je sais pas si j'ai été claire et si je me suis pas partie. Bon, après, c'est aussi un petit peu le principe d'une discussion, quoi, mais c'est presque une façon de dire bon, commençons par plusieurs bouts en même temps, et normalement tout ça va se rejoindre, on l'espère, quoi. Oui, voilà. Et
on peut pas être prétentieux non plus. C'est-à-dire que pour que tout ça se rejoigne, il faut qu'il n'y ait pas que des acteurs du France et du Nord qui, voilà, Ah. voilà, le changement d'ordre mondial, ça doit venir de plusieurs endroits Oui, en a même temps. priori, ouais. A priori, mais bon. Surtout que, pour moi, il y a aussi la question de la participation. En fait, qui participe, qui décide, qui prend ces décisions-là et qui on prend en compte aussi pour prendre ces décisions-là. En fait, comment on veut mener cette transition, en fait. Là, Cradouille, peut-être n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a plein de partenaires aussi qui parlent d'une transition juste. Après, bon, tu mettais un peu en perspective ou en doute les termes de transition. Bon, après, voilà, c'est aussi un C'est aussi combat moi qui suis politique. pessimiste. Hein, c'est Non, pas, non, c'est pas carrément, une- mais c'est un combat aussi politique. Après, bon, c'est un terme aussi qui peut être mis en doute par ailleurs. Il y a des chercheurs qui parlent que c'est pas des transitions, c'est une accumulation. Mais bon, c'est pas le sujet parce que c'est trop historique et philosophique comme débat. Mais c'est vraiment la question de, en fait, il faut écouter aussi ceux et celles qui subissent tous ces projets dont on parle et que sont très, très, très peu écoutés. Et du coup, c'est ça aussi qui est important dans ce type de transition. En fait, oui, il faut changer des chips, des logiciels. Bon, c'est les systèmes qu'il faudrait changer, mais bon, petit à petit, on va arriver effectivement par bout. Mais quand même, il y a aussi des propositions aussi des personnes qui vivent au quotidien tout ça. Et puis peut-être que nous, bientôt, on va vivre aussi au quotidien tout ça parce qu'il y a la relance des projets stratégiques en Europe. Du coup, voilà, c'est des questions qui arrivent aussi dans nos territoires. C'est pour ça que le sujet me paraissait vertigineux, parce qu'on parlait aussi il est aussi très décolonial, ce sujet, et que dire c'est la faute du capitalisme, les mécaniques coloniales, elles existent avant le capitalisme, Ouais. et le capitalisme s'en est emparé, Oui. mais mais n'a pas créé le colonialisme. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'une fois que les États et les grands acteurs sont implantés, s'ils ne sont pas là pour des terres rares, ils le seront peut-être pour autre chose, etc. Et donc c'est pour ça aussi que ça me semblait vertigineux, parce que rentrer dans une logique purement anticapitaliste, on oublie les populations sur place et on leur donne pas forcément la parole. Je rajouterais même un échelon de complexité, c'est que parfois, c'est pas forcément agréable à entendre, mais parfois les populations sur place sont pas contre les projets miniers. Bah non, parce Parce que que nous, on travaille plutôt sur Mm. la sobriété, donc du coup, comment se passer des métaux, mais il y a des régions du monde qui dépendent mais en complètement. termes de revenus de Ça ça. crée de Et donc, l'emploi, ça fait de voilà. l'activité Voilà. Mais économique. donc, Voilà. nous, c'est vrai que notre réponse à ça, avec Négawatt, elle est un peu facile, c'est-à-dire qu'on propose toujours des transitions qui sont sur le temps long, en fait. Et donc, sur le temps long, on peut organiser des transitions de bassin d'emploi si on a vraiment envie de le faire. On n'est pas obligé de fermer des mines et de rien proposer à la place. Mais voilà, il faut s'organiser pour le faire. Mais je pense juste que j'ai pas répondu à la question par rapport à la Chine et j'avais envie de dire quelque chose là-dessus. Mais Ouais. peut-être. Non, mais vas-y, vas-y. Alors d'ailleurs, il est 23h11. Deux informations. On va pas tarder à terminer. On est censé terminer à peu près vers 23h15. Deuxième information, la batterie. La tablette est comme moi, elle n'a plus de batterie, donc je ne vois plus le chat. Hélas, voilà. Donc je tiens à le dire. Voilà, désolé le chat, je ne suis plus en contact avec Est-ce vous. que tu veux mon téléphone? Ouais, de toute façon, en vrai, on va pas tarder, mais je veux bien ton téléphone éventuellement. Vas-y, je vais le faire. C'est encore un peu de batterie. Nickel. Ah, t'es dessus déjà? Super. Oui. Parfait, parfait. Si une notif Telegram vous Il y a un s'il raid te en plaît. plus. Merci Amphibian pour le raid. 6-7 dans le chat, évidemment. À ce que je vois, bon, bah super. Parfait, parfait. Bah, je récupère le chat au bon moment. Merci beaucoup. J'ai pas mon portable sur moi. Donc oui, la réponse sur la Chine, parce que ça, c'est vraiment une question que je me pose, et c'est un truc qui me fascine à peu près depuis, je sais plus, depuis le moment où j'ai lu l'info que le mix énergétique chinois a un petit peu basculé, ou allait basculer, avec le renouvelable qui dépasse le charbon. Et je me dis, attends, mais il se passe un truc là. Quand on compare ça à Trump, quand même, il se passe quelque chose. Et depuis, je me dis, est-ce que je me suis pas en train de m'auto-convaincre? Est-ce que je suis pas un peu en train de m'enfumer? Je me dis, ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps savent que je parle beaucoup de ces sujets-là, que je parle beaucoup de la Chine. Donc ouais, je serais ravi d'avoir ton point de vue là-dessus et le point de vue de Négawatt là-dessus, quoi. Parce que pour moi, la question est vraiment très intéressante. Oui, alors malheureusement, j'ai des collègues qui seraient mieux qualifiés pour répondre sur l'aspect purement énergétique et production d'énergie renouvelable. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les matières premières critiques, la Chine avance aussi sur, par exemple, la production de standards et de points pour avoir des plaintes de ces entreprises pour les populations locales. Donc, ils commencent à faire des systèmes d'alerte un peu RSE Ok. des entreprises minières chinoises. Bon, Responsabilité alors après, à quel sociale point des c'est entreprises. efficient, voilà, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais que ce soit sur la RSE ou sur la transition, voilà, il y a des avancées qui sont faites. Mais surtout, moi, voilà, j'aurais deux choses à dire qui sont... faut pas tomber dans l'angélisme non plus, mais c'est vrai que certains discours produits notamment par l'Union européenne,
nos gouvernements, par rapport au néocolonialisme de la Chine, peuvent quand même parfois prêter à sourire, dans le sens où on fait parfois la même chose. Oui. Voilà. Donc Ça met sur un pied d'égalité les États-Unis et la Chine, alors que historiquement, dans le système impérialiste, ils ont eu quand même des places assez différentes aussi. Non, mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même une musique de ils font ça par pur intérêt. Mais nous, on fait. Oui, tout le monde fait tout par pur intérêt à ce point-là, quoi. Il vaut mieux faire des panneaux solaires par intérêt plutôt que faire kidnapper le Maduro, c'est ça. Non, mais voilà, donc il y a quand même une façon d'en parler qui est particulière et qui pose parfois question. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de néocolonialisme chinois en Afrique, qui est complètement vrai, hein, c'est pas ça que je dis, mais aussi parce qu'à un moment, ça venait prendre la place dans nos anciennes colonies. Et voilà, donc c'était aussi un prix carré qui commençait à reculer pour l'Union européenne et qui a été dénoncé à ce moment-là. Donc, pas par bonté d'âme, mais c'est quasiment plus par jalousie que l'Union européenne s'est mis à le faire. En tout cas, on peut parfois se poser la question. Et la deuxième chose, c'est que moi, sur les sujets sur lesquels je travaille depuis 2014, même avant, en fait, la Chine est super bien organisée. Donc, le 5-Year Action Plan, le plan quinquennal, en français, pardon. Comme faisait l'URSS, d'ailleurs. Le plan quinquennal qui organise l'industrie, qui dit... surtout qui organise l'industrie en fonction de capacités de recherche et d'enseignement. C'est-à-dire qu'on on a un laboratoire national qui va dire les terres rares, c'est capital, on va développer toutes les technologies de terres rares. Ensuite, on va adosser l'industrie à ça. On va développer et dans 5 ans, on sera super performant sur les aimants permanents. On va copier le modèle japonais, etc. Enfin, ça marche très bien, en fait. Et donc, moi, dans les entretiens que j'ai eu pendant ma thèse, ça date en 2016, en off, les industriels français, quand je leur dis, mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire, en fait, la planification économique et écologique, c'est pas mieux que laisser la main visible du marché. C'est ça aussi qui me fascine. Des industriels du secteur du recyclage, etc., et surtout des industries lourdes sur lesquelles on avait perdu la main, on dit, bien sûr que une organisation et une vraie stratégie, ça aide quand même à reconstruire des filières. Et voilà, bon, j'ai pas le temps de développer, mais depuis, en Europe, on a commencé à avoir le CRMA, etc., mais c'est pas du tout la même chose, en fait. Il n'y a pas de développement des compétences derrière et de la recherche, et surtout, c'est juste marqué dans le texte que oui, c'est pour les nouvelles technologies, mais en fait, il n'y a pas le lien entre production et consommation qui est fait aujourd'hui et qui assurerait que si on ouvre une mine de terre rare, ça sera vraiment pour faire des éoliennes. On n'a pas tous les maillons de la chaîne. Enfin, voilà, on n'est pas du tout au niveau d'organisation que demanderait une vraie vision industrielle et stratégique. Et voilà. Et aujourd'hui, peut-être pour le finir, c'est on a beaucoup parlé de transition énergétique, mais depuis assez récemment, post-CRMA, c'est quand même maintenant pleinement assumé en fait à l'échelle UE que c'est aussi pour l'armée, aussi pour les fabricants d'armes. Et notamment le néodyme au Madagascar. Le néodyme, ça sert pour les têtes chercheuses de missiles. Et c'est aussi pour ça que ça intéresse les États-Unis. Donc voilà. C'est pas le pire type d'extractivisme, littéralement pour tuer des gens, quoi. Voilà. Tu tues la planète pour aller tuer des gens. Ça pour le coup, c'est assez désespérant. Et alors peut-être justement, pour finir sur une touche d'espoir, parce que le stream va toucher à sa fin, dans l'action de la CCFD, dans l'action de Négawatts, dans l'action de ces différentes ONG, de ces différents acteurs qui essayent de bosser contre des choses comme l'extractivisme, pour la transition écologique. Comment on peut faire pour tenter, à notre échelle et collectivement, de lutter? Est-ce qu'il y a des tentatives, des choses que vous faites qui portent petit à petit leurs fruits? C'est généralement toujours petit à petit, c'est ce qu'on disait. On arrive par plein de bouts et on espère que ça va finir par prendre forme. Est-ce qu'il y a des choses qui donnent motif d'espoir, ou en tout cas qui donnent motif de ne pas baisser les bras, pour histoire de finir un petit peu sur une note d'optimisme peut-être? Voilà, et un peu d'appel à l'action. Moi, peut-être, je peux répondre rapidement avant de te donner la parole. Moi, personnellement, ce qui me motive énormément, c'est les luttes de population là qu'on voit et que vivent ça au quotidien et qui sont là malgré les difficultés et aussi les morts aussi, parce que des fois on parle aussi de systèmes néfastes qui les tuent, quoi, concrètement. Et du coup ça me donne beaucoup d'espoir, et c'est ça qui me fait tous les jours me dire ok, vas-y, on y va. Et du coup nous, CCFD Solidaire, on mène des actions en utilisant plusieurs leviers: les plaidoyers, la mobilisation, la communication, l'action partenariale aussi avec les partenaires. Du coup concrètement on peut faire aussi une petite action au quotidien, d'aller signer quelques
quelque chose, ou aller dans la rue pour protester, ou aller soutenir. Enfin, il y a plusieurs petites actions qu'on peut faire. Qu'après, Des actions qui s'inscrivent dans un collectif plus large. Oui, voilà. Pas Après, seulement son coin. bien sûr, ça peut être fait à différents niveaux. Là, quand tu parlais du téléphone, on ne va pas culpabiliser chaque personne qui a un téléphone. Enfin, moi aussi, j'ai un téléphone par ailleurs. Mais non, mais je vais dire, du coup, voilà, les changements, c'est fait à plein d'échelles et demander aussi des changements au niveau un peu plus haut politique, faire entendre notre voix. Ça aussi, ça les dérange en fait. Et porter un autre narratif, ça les dérange aussi. Du coup, nous, on est là aussi pour porter cet autre narratif-là. Voilà, là, on mène cette campagne CCFD, mais il y a plein d'autres associations qui mènent plein d'autres campagnes sur le sujet de l'extractivisme contre les énergies fossiles pour une transition juste. Du coup, voilà, aller aussi s'informer, aller soutenir ces associations-là et ces luttes-là. Enfin, en fait, c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Bon, nous, on a aussi un manifeste, si vous voulez signer, voilà, pour demander... Quelqu'un peut mettre dans le chat le lien du manifeste à signer. On demande des règles contraignantes pour les multinationales parce qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, pas juste afficher sur leur site internet qu'ils prennent en compte les populations, mais mettre en place des mesures pour faire en sorte que ces populations soient protégées, les droits aussi. Pas mettre 3 ficus dans le QG, quoi. Ouais. Oui. Ok. Bon, bah super. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a 4 minutes de retard sur le planning, donc c'est très très bien. Je ne me suis pas encore évanoui de sommeil, alors que je suis extrêmement fatigué, donc tout va bien. Merci à tous d'être passés. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. C'était super intéressant. C'est des sujets qui sont parfois assez difficiles, on va pas se mentir. L'écologie, la transition écologique de manière générale. Alors en plus, quand on mélange ce sujet-là au colonialisme et à la position historique des puissances européennes qui détruisent les terres, enfin, genre, ça peut être assez déprimant. J'espère que vous, le chat, vous avez regardé ça avec attention, sans sombrer dans le désespoir. Voilà, effectivement, on continue à se battre collectivement. N'hésitez pas, si le lien est dans le chat, je ne sais pas s'il va arriver, à aller signer le manifeste de la CCFD Terre Solidaire. Je vous remercie tous les trois. À bientôt et on va finir avec une petite conclusion avec Anouk, du coup, de la CCFD, qui va revenir s'installer ici. Vraiment une petite conclusion de 5 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, un petit mot de la fin. Ah pardon, j'ai dit la CCFD alors que c'est le CCFD. Voilà, stop mégenrer le CCFD Terre Solidaire, je suis désolé. Voilà. Pardon. Je dirais bien que c'est la fatigue, mais dès le début je l'ai fait, donc c'est pas forcément uniquement la fatigue. Je vais arrêter de mégenrer. Voilà, alors si vous avez des petites remarques, des petites questions, le chat, en tout cas la page de la campagne est sur le chat. Et voilà. Alors, un petit mot de la fin ? Oui, je croyais que tu allais t'épargner le mot de la fin à cause de la fatigue, mais je fais vite. Mais je voulais juste te remercier à nouveau toutes les personnes dans le chat. On a pas mal regardé tout ce qu'ils disaient, c'était trop bien. Enfin, les gens étaient grave motivés, ça fait plaisir. Et dire aussi que, en tout cas, le message peut-être à retenir à la fin, c'est que c'est en créant des espaces où justement on donne la voix à des personnes qui sont minorisées, qui sont exclues des débats, qu'on n'entend jamais. C'est comme ça qu'on va créer un monde plus juste, plus solidaire, plus durable. Et c'est ça qu'on veut faire ensemble, quoi. Et du coup, continuons à faire à créer ce genre d'espace et à les animer et à discuter tous ensemble et toutes ensemble. C'est comme ça qu'on avancera, quoi. Eh bien, trop bien. Merci, Ribo. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci à vous pour cette proposition de collaboration. C'est une première fois, comme ça, de faire quelque chose en plateau. J'espère que ça vous a plu, le chat. J'espère que vous êtes satisfait, la CCFD Terre Solidaire. Moi, j'ai passé un super moment, même si effectivement c'était fatigant. Mais bon, je ne vais pas passer toute la fin du live à dire que je suis crevé, même si bon, je le disais un petit peu pour du temps de l'atmosphère aussi, tout simplement. J'espère que voilà, cette ambiance vous a plu, de discussion sympa. Les 4 talks étaient intéressants. Merci beaucoup pour l'invitation et je vous dis à une prochaine sur cette chaîne ou avec CCFD Terre Solidaire. Salut tout le monde. Ciao.